Merci Gisèle pour cette présentation et merci aux organisateurs qui me permettent de venir parler d'un sujet. Comme bonne lettre classique, je vais commencer par situer avec un peu d'étymologie. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être rapide. Puisque... c'est bon. Très bien. Donc, le terme de violence vient du latin vis, V-I-S, qui désigne la force physique et la vigueur. Donc le mot violence renvoie dans un premier temps à un aspect physique, à une force physique, des coups, des blessures, des manifestations par le corps. Une expression donc de la violence et des actes violents. Ces actes violents s'accompagnent souvent de cris, d'insultes et de mots violents. Donc une deuxième forme de violence, la violence verbale, les insultes et les injures. Ce sont ces deux types de violences que je vais prendre en compte dans le contexte spécifique de la comédie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont les seules pièces qui nous sont parvenues sont celles d'Aristophane, une comédie grecque qui a été définie par Aristote dans sa poétique. Quelques citations pour situer encore une fois le contexte. Aristote écrit dans sa poétique que la comédie, si on regarde la traduction française, tend à imiter des êtres pires que ceux de la réalité, et est une imitation de ce qui est plus mauvais que la réalité, et non pas en tout genre de vice, mais plutôt une imitation de ce qui est laid, dont une partie est le ridicule. La comédie représente donc la vie quotidienne athénienne en la caricaturant et la ridiculisant, en exprimant les pulsions des citoyens et ses débordements. On comprend alors l'importance que reprend la représentation de la violence dans un tel contexte, puisque ça va être une composante essentielle de la comédie et du rire comique, l'expression du grotesque qui vise à susciter le rire. Cette violence est très présente sur la scène athénienne, elle est aussi très présente dans l'imaginaire de la comédie, et donc se pose la question de la différence entre la violence inaperçue et la violence perçue sur scène dans la comédie ancienne, donc la comédie d'Aristophane. Cette violence s'exerce dans un contexte particulier qui est celui du théâtre athénien, que je me permets de rappeler rapidement, puisque les bâtiments du théâtre athénien mettent en évidence l'importance du point de vue et du regard. Le terme théâtre en lui-même désigne à la fois le lieu, le bâtiment et le spectacle, et le terme théâtre donc vient de théatron, théomai, regarder, contempler. On a donc vraiment un accent mis sur le point de vue, sur le regard. Et la représentation théâtrale prend place dans un espace précis, délimité visuellement, donc sur la scène ici, au cœur des gradins, sur lesquels s'assoient les spectateurs. On a donc l'espace pour les spectateurs, l'espace de la scène, et ce qui est aussi important, la skéné, donc ce qui est désigné ici comme la loge des acteurs. Mais l'action dramatique prend place sur cette scène circulaire. Elle indique donc aux spectateurs la rupture avec le réel et ce qu'ils doivent regarder. Enfin, les bâtiments indiquent cette rupture, mais elle n'est pas nécessairement très nette. La rupture entre fiction et réel n'est pas nécessairement très nette, puisque les spectateurs, s'ils ont sous les yeux effectivement la scène, s'ils font partie du bâtiment théâtral en lui-même, voient aussi à l'extérieur, en contrebas du lieu théâtral qui était situé un peu en hauteur, voient s'étendre ici, qui n'est pas représentée, mais il voit s'étendre la cité athénienne dans laquelle se déroule leur vie quotidienne. Une vie quotidienne qui est moquée sur la scène, qui est caricaturée et qui est ridiculisée. Donc il y a un jeu constant entre le réel et la fiction dans la comédie ancienne, qui est amplifié par le décor propre au théâtre grec. Comme je le disais, les spectateurs voient au loin les lieux de leur vie quotidienne, et ils la voient aussi caricaturée, déformée sur scène. Le moment où cette distinction entre réel et fiction, mais aussi, puisque je ne perds pas de vue que je dois parler d'inaperçu, entre perçu et inaperçu, donc le moment où cette distinction est la plus floue sont les moments de l'entrée en scène de l'acteur et de la sortie. Une entrée en scène qui peut se faire par plusieurs espaces, j'en parlerai ensuite, mais l'acteur vient de l'extérieur et il repart vers l'extérieur, de l'extérieur de l'espace théâtral visible au spectateur, mais pas nécessairement de l'extérieur de la fiction. Donc c'est là qu'entre en jeu la notion d'inaperçu, puisque l'inaperçu, ce qui a échappé à la perception de ceux qui observaient, dans la comédie ancienne, peut se définir de plein de façons, mais il ne peut pas se définir par ce qui se passe sur scène, puisqu'il n'y a pas dans la comédie ancienne d'aparté. De ce fait, la violence est soit perçue par les personnages et les spectateurs,
soit hors scène ou hors pièce, mais s'il y a une violence dans l'espace scénique, elle est forcément perçue, du fait du bâtiment théâtral. Quand on parle de violence inaperçue, on parle donc de violence hors scène ou hors pièce. Une violence hors scène qui concerne les spectateurs, qu'ils ne peuvent pas voir sur la scène, et une violence hors pièce, c'est-à-dire une violence qui fait écho à un événement de la vie réelle, qui concerne les personnages qui n'ont pas conscience des sous-entendus que contiennent évidemment l'action de l'espace, qui se déroule dans l'espace dramatique. Donc s'il y a une violence dans l'espace civique et tragique, il faut la médiatiser par la parole pour l'intégrer à l'espace dramatique et la lier à l'espace scénique. Mais s'il y a une violence dans l'espace dramatique, donc dans l'imaginaire de la pièce, mais qui se déroule en dehors de l'espace scénique, elle peut être inaperçue de deux façons, pour les spectateurs en tout cas. Elle peut être inaperçue parce qu'elle se situe en dehors de l'espace scénique, donc en dehors de cette scène, mais elle peut être présente dans le temps de la pièce, où le spectateur a conscience qu'elle se déroule, ou elle peut être située en dehors de l'espace scénique, et présente dans l'espace dramatique, elle existe pour les personnages, mais inconsciente pour les spectateurs. Les moyens d'intégrer cette violence inaperçue à l'action dramatique et de la rendre visible, de la rendre perceptible aux spectateurs, vont donc être différents selon qu'elle soit située dans l'action de la pièce ou, disons, liminaire à l'action de la pièce. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est manifestée, au moment des entrées en scène. On a, dans les exemples que je vais mentionner, on a trois types d'entrées en scène. On a l'entrée en scène classique, initiale des acteurs, donc par les couloirs prévus sur les côtés de la scène, qui se voit donc dans le premier exemple. Donc dans la pièce Les Cavaliers, les vers 1 à 8 des Cavaliers, qui est une pièce d'Aristophane. Dans cette pièce, pour vous la situer rapidement, l'antagoniste principal, le Paphlagonien, est en fait une caricature d'un homme politique de l'époque appelé Cléon, qu'Aristophane ridiculise très souvent dans ses pièces. Et donc cet homme politique est représenté sous les traits du Paphlagonien, un esclave qui va avoir tendance à mener la vie dure à ses camarades esclaves qui incarnent aussi d'autres hommes politiques de l'époque, nommément Démosthène et Nicias ici. Et donc, cet antagoniste mène la vie dure à ses camarades en embobinant son maître qui s'appelle Démos, ce qui est le mot grec pour désigner le peuple. Donc c'est une pièce à caractère hautement politique qui représente la situation politique de l'époque vue par Aristophane. Et donc dans cette pièce, des vers 1 à 8, les spectateurs assistent à une entrée en scène de Démosthène et Nicias, donc les deux esclaves dont la vie est devenue considérablement plus difficile depuis l'entrée du Paphlagonien dans la maison de leur maître. Cette entrée en scène, le premier mot en fait, de l'entrée en scène de Démosthène, le premier mot de la pièce, qui est ici, Iatataias, donc hélas, est une lamentation de douleur qui est explicitée par Démosthène dans les vers qui suivent, puisqu'il explique à la fin, en 5 vers, il va détailler sa souffrance et il explique à la fin, depuis qu'il s'est glissé, donc le Paphlagonien, dans la maison, il ne cesse de rouer de coups les serviteurs. Donc ici, Démosthène, en entrant en scène, apporte avec lui la violence extérieure, donc une violence inaperçue pour les spectateurs, mais une violence vécue par les personnages. Et il l'apporte en se lamentant, comme je l'ai dit au début, et en explicitant, en évoquant par la parole cette violence qui s'est déroulée à l'extérieur de l'espace scénique. S'ensuit ensuite un dialogue entre Nicias et Démosthène où ils renchérissent sur cette souffrance ressentie depuis l'arrivée du Paphlagonien et où ils exposent le fait qu'ils sont malheureux. Donc on voit ici le terme malheureux, donc kakodaimon, et mal, kerpos, quand Démosthène demande à Nicias comment il va. Donc on a ici un exemple de violence inaperçue par les spectateurs, mais qui existe dans le temps dramatique, qui existe pour les personnages et qui existe dans le temps de la pièce, et qui est explicitée par les personnages, qui vont venir la raconter en entrant en scène pour situer d'emblée l'antagoniste principal, qui est le Paphlagonien. Donc avant même l'arrivée du Paphlagonien sur scène, on a une idée de ses actions, on a une idée de la violence qu'il a pu mettre en scène,
justement, pas la violence qu'il a pu mettre en scène, mais la violence qu'il a pu exercer à l'encontre des autres personnages de la scène. Donc ici, c'est un cas classique d'entrée en scène initiale. La pièce commence, les acteurs entrent et les personnages déplorent ce qui s'est passé juste avant. On a un autre type de mise en scène qui va faire usage d'entrée en scène, qui va faire usage de la skéné, donc la loge des acteurs, qui n'est pas à proprement parler une partie de l'espace scénique. Les spectateurs ne voient pas ce qui se déroule à l'intérieur. Et donc c'est le cas dans l'exemple de la paix, des vers 230 à 235. La paix qui est aussi une pièce d'Aristophane. Là encore, pour vous situer rapidement l'action de la pièce, au tout début de la paix, un citoyen d'Athènes prend la décision de se rendre sur l'Olympe pour négocier la paix avec les dieux. Cette pièce s'inscrit dans un contexte spécifique, celui de la guerre du Péloponnèse. La cité d'Athènes est en guerre contre d'autres cités grecques, et donc elle s'inspire de la vie d'Athènes de l'époque pour la mettre en scène. Donc ce citoyen athénien prend la décision assez irréaliste d'aller négocier directement avec les dieux sur l'Olympe. Lorsqu'il arrive sur l'Olympe, après un vol un peu périlleux, il voit en arrivant qu'il n'y a plus dans les bâtiments olympiens qu'Hermès, le dieu messager, qui a été laissé en arrière par les autres dieux pour garder l'Olympe. Et que c'est Polémos, donc le dieu de la guerre personnifié, qui a pris possession des lieux et qui est la cause de la guerre en Grèce. Donc notre extrait se situe juste avant la première apparition en scène de Polémos, qui est donc, pour l'instant dans la skéné, qui représente le bâtiment, qui représente le palais de l'Olympe. On a un dialogue entre Trigué et Hermès. Donc Trigué, c'est le citoyen athénien, et Hermès, comme je le disais, le dieu messager, qui évoque les exactions de la guerre, les exactions de Polémos, et ce que Polémos est présentement en train de faire dans le palais de l'Olympe. Trigué évoque un mortier dans lequel Hermès annonce que Polémos est en train de piller les villes. Donc elle est dans la skéné en train d'exercer une violence physique en fait à l'égard des villes athéniennes. Et cette violence qui est inaperçue des spectateurs, puisqu'elle se situe dans la skéné, est non seulement médiatisée par le discours des acteurs, par le discours des personnages, qui mettent en évidence ce qu'elle est en train de faire, donc ils font exister cette violence pour les spectateurs dans le temps de la pièce, mais aussi, on peut s'en douter avec les indications qu'on a ici, par un bruit qui provient de l'intérieur de la skéné. Donc c'est ce qu'Hermès dit à son interlocuteur, elle fait un vacarme là-dedans, et Trigué répond ensuite, je me sauve, car il me semble entendre moi-même le fracas du mortier belliqueux. Donc on a toujours, comme dans l'exemple précédent, un discours qui médiatise la violence qui est inaperçue par les spectateurs, mais qu'il faut qu'ils comprennent pour comprendre la pièce. Et donc un discours qui est renforcé par les bruits qui proviennent de la skéné, mais qui, sans le recours du discours par les personnages, serait peut-être mal comprise, voire resterait inaperçue des spectateurs, puisque en insistant dessus, ils mettent en évidence l'importance de cette violence à l'intérieur de la skéné. Et effectivement, quand Polémos entre en scène, on a une forme de violence verbale, mortel, 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 infortuné, comme vous allez craquer des mâchoires, donc des menaces à l'égard des mortels et donc des citoyens, du public, puisque le public est composé de citoyens, donc de mortels. Le troisième type d'entrée en scène, qui met en évidence et médiatise la violence inaperçue, c'est une entrée en scène un peu spécifique, qui est en fait la redéfinition d'un personnage qui change de rôle. Donc c'est le cas ici dans l'extrait toujours de la paix, des vers 752 à 764. On est au moment très spécifique de la comédie, de la comédie ancienne, qui est la parabase, lorsque, à peu près au milieu de la pièce, l'intrigue s'arrête, la pièce s'arrête, et le coryphée, le chef de chœur, donc le chœur qui est un groupe qui donne la réplique aux acteurs, le chef de chœur change de rôle et sort de la pièce, et reste sur scène, sort de la pièce et s'adresse aux spectateurs
généralement pour prendre la parole, pour défendre le dramaturge ou pour faire entendre en tout cas la voix du dramaturge au sein de la représentation théâtrale. Ici, dans l'exemple, donc l'action théâtrale s'arrête et le chœur prend la parole spécifiquement pour parler de la lutte du dramaturge Aristophane qui lutte contre les mauvais dramaturges, les pièces médiocres et aussi et surtout contre Cléon. Cléon qui est évoqué lorsque dans ce discours il évoque la bête aux dents aiguës et tout ce qui suit, c'est en fait une désignation de Cléon. Donc il y a ici une volonté directe de raconter au spectateur dans le temps de la représentation théâtrale une violence inaperçue, puisque les spectateurs n'ont pas nécessairement vu Aristophane, enfin le combat plutôt la lutte judiciaire et citoyenne qui est un véritable combat, comme raconté ici, mais ils n'ont pas nécessairement vu ou eu conscience de cette violence qui a eu lieu contre Aristophane et contre les autres hommes politiques. Donc le Coryphée prend ici le temps de raconter cette violence au spectateur et de la médiatiser par un discours qui donne un rôle héroïque, littéralement, avec le courage d'Héraclès, qui est associé à Aristophane, et la transformation de Cléon en monstre mythologique. Pour les trois exemples que je vous ai présentés ici, on a une volonté de révéler l'inaperçu de la violence, de la médiatiser pour la rendre explicite au spectateur d'une façon assez orientée. Dans cet extrait, on le voit. Donc ici, c'est vraiment pour la défense du dramaturge. Et donc, on a deux types d'exemples. On a un premier type d'exemple qui est l'exposition de l'intrigue qui caractérise l'antagoniste ou le protagoniste. Donc c'était le cas pour l'exemple des cavaliers. Au début de la pièce, on a une présentation claire de qui va être le méchant de l'histoire, donc le Paphlagonien, et qui vont être ses victimes, Démosthène et Lysias. Et un deuxième type d'exemple qui est une violence mise en scène qui montre que le dramaturge œuvre pour le théâtre et la cité, et donc une violence qui ne doit pas rester inaperçue parce qu'elle relève du métathéâtre et de la lutte du dramaturge pour son œuvre, pour son droit à la parole, enfin sa liberté de parole, et pour Aristophane irait jusqu'à dire pour la sauvegarde de la cité elle-même. Ces trois exemples, représentent toujours une violence racontée, soit racontée par la victime, soit légitimée comme punition d'un acte pire par celui qui l'a faite. C'est le cas lorsqu'Aristophane présente son combat contre Cléon, qui parfois est doublé d'une violence entendue, remarquée par les personnages sur scène pour appuyer le propos. Dans les deux cas, la violence sert à caractériser les personnages ou les personnes et est différente de la violence perçue, puisque la violence sur scène, là je reviens un peu sur ce que j'ai dit en introduction, la violence sur scène vise principalement à faire rire. Elle peut être mise en œuvre par le protagoniste ou ses adversaires et elle n'entraîne pas nécessairement un jugement de la part du spectateur puisqu'elle est plutôt placée du côté du divertissement. On a des coups, des insultes, des bastonnades, mais protagoniste-antagoniste, les deux en font preuve. Alors que la violence hors scène est médiatisée par la parole du personnage envers les spectateurs et définit plus clairement la séparation protagoniste-antagoniste. Le fait de raconter la violence permet de la faire venir, de raconter la violence inaperçue, permet de la faire venir dans le temps du théâtre et surtout de la médiatiser pour les spectateurs. La violence dans nos exemples est racontée par celui qui l'a vécue ou qui l'a utilisée de façon punitive. Et donc, si la violence est représentée hors scène et racontée ensuite, cela donne la capacité à celui qui la raconte de l'expliciter et surtout d'expliquer comment elle doit être perçue, donc d'expliquer cela à ceux qui ne l'ont pas, à ceux pour qui elle était inaperçue. Donc en la rendant perceptible, il explique aussi comment elle doit être interprétée. C'est aussi une façon de gagner les faveurs du public envers un personnage ou le dramaturge lui-même. Et donc la violence hors scène, donc inaperçue, permet de redéfinir les frontières de la représentation comique et de situer cette représentation par rapport au théâtre et au reste du réel. On a une parodie du réel, ce qui se voit avec les cas de violence hors scène qui retranscrivent des cas de violence réelle. Et dans ce cas, l'acteur est le médiateur de la violence, non pas pour la raconter aux autres personnages, mais surtout pour la raconter aux spectateurs par le prisme du comique. Donc si l'acteur
qui incarne un personnage, raconte la violence dans le temps de la pièce comique, elle est plus susceptible d'être acceptée par le spectateur comme comique et de s'intégrer à la comédie, tout en gardant un aspect du fait qu'elle ait été inaperçue et qu'elle soit médiatisée, tout en gardant un aspect d'interprétation qui est fait pour le spectateur. Donc, en conclusion, si je résume ce que je viens de dire, la violence inaperçue qui se joue donc non pas en coulisses du fait du bâtiment théâtral de l'époque, mais à l'extérieur de la scène, permet d'intégrer la réalité et le tragique dans le théâtre comique. L'acteur ou les acteurs, s'ils sont plusieurs, servent de médiateur entre la fiction et le réel, et cette violence est différente de la violence représentée sur scène, car elle sert la plupart du temps à caractériser les personnages, et elle est explicitée au spectateur pour porter un message défini. A l'inverse, la violence perçue directement, la violence sur scène, a pour but principal de déclencher le rire, et un même acte peut être réalisé indifféremment par un personnage ou un autre, puisqu'elle ne vise pas à créer des sentiments positifs ou négatifs envers les personnages, contrairement à la violence inaperçue, mais plutôt à faire rire, suivre les règles du rituel. Je vous remercie pour votre attention.